Bonjour Bruno Dossé. Bonjour. Alors on est ici pour une petite interview. Est-ce que vous pouvez présenter la maison d'édition? Alors cette maison, c'est en fait un petit bateau. C'est un bateau qui voyage à travers le monde et qui, de ses voyages à travers le monde, ramène non pas des étoffes ou des pierres précieuses, mais des voix de poètes. Autrement dit, la maison d'édition est exclusivement vouée à la poésie. Elle se donne comme objectif d'accueillir les poètes du monde, et le plus souvent possible dans leur langue d'origine, de sorte que nous publions des ouvrages en édition bilingue, et qu'en 8 ans, puisque la maison a 8 ans, 9 ans maintenant, Ouais. eh bien, nous avons publié des poètes issus des 5 continents. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la construction de la maison d'édition? La maison d'édition est née en mai 2010, alors que je venais de quitter les éditions Segers, que j'avais dirigé pendant 8 ans. Donc c'était pour moi une façon de poursuivre l'aventure au-delà de la mise en sommeil de Segers. Et au fond, très rapidement, cette maison s'est définie autour d'un objectif principal qui était la publication des poètes contemporains. Avec, au fond, 4 axes majeurs: l'ouverture aux poésies du monde, comme je viens de vous le dire, la défense d'une poésie qui ne dissocie pas l'expression lyrique, celle de l'intime, et les voix plus engagées, un désir profond d'ouverture au plus grand nombre, en laissant clairement entendre que la poésie ne doit pas être confisquée par un petit groupe de privilégiés ou d'intellectuels, et puis le désir aussi de faire entendre le poème. Car la poésie, c'est un art vivant qui se nourrit de la rencontre avec le public. Et donc ce travail, nous le faisons quasiment, je ne vais pas dire au quotidien, mais presque. Quel est le travail d'un éditeur? Qu'est-ce que c'est que le travail d'un éditeur? Alors, je peux vous répondre d'une façon concrète, en énumérant les tâches, puis je peux vous répondre d'une façon un tout petit peu plus idéale. Je vais commencer par là, en vous disant que le travail d'un éditeur comme moi, ça consiste à transformer la forme privée d'une utopie, c'est ça l'écriture, c'est la forme privée de l'utopie d'un être humain, en force collective. Parce que le manuscrit qui nous parvient, quand il sort, quand il est passé entre nos mains, eh bien il devient ça, c'est-à-dire 1000, 2000, 3000 exemplaires. Ouais. Et donc il va rencontrer des lecteurs et il va vivre sa vie de livre, tandis que l'écrivain, le poète, vivra la sienne. Voilà, donc c'est ça le travail d'un éditeur. Et plus concrètement, mon travail, ça consiste à découvrir des auteurs, les accompagner dans leur travail de création, les accompagner vers ce passage, dans ce passage qui est la transformation d'un manuscrit en livre. Au fond, c'est un chemin qui consiste à aller vers l'horizon, passer de l'horizon d'un seul à l'horizon des autres. D'accord. Pour reprendre la formule des Lumières. Combien de manuscrits vous recevez par an? Beaucoup trop. On en reçoit 1 millier, alors qu'on ferme quand même fortement les portes, parce qu'on n'arrive pas à tous les lire. C'est-à-dire refermer les portes il y a des périodes au cours desquelles on dit stop, on ne peut plus en recevoir, on ne peut plus en lire. Ça, vous l'indiquez sur le site internet? On l'indique sur le site. Donc, mais combien vous en recevez? Donc, on en reçoit à peu près 1000. 1000. Oui. Combien sont publiés par an? On publie cette année 18 livres, enfin entre 18 et 20 livres. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que tous les livres publiés proviennent des manuscrits reçus. D'accord. Loin s'en faut. Donc je crois bien, très honnêtement, qu'il y a moins d'un manuscrit par an parmi ceux qui sont arrivés par la poste. Ça fait peu. C'est peu et c'est un peu terrible à dire, j'en ai conscience. Et comment vous choisissez les ouvrages que vous avez publiés? Quels sont vos critères, le processus de sélection? C'est une bonne question. D'abord, on choisit avec le cœur. Avec le cœur plus qu'avec la tête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait un coup de cœur pour un livre. Il faut que le livre nous enthousiasme, qu'il nous plaise. Il faut qu'il vienne réveiller, faire bouger quelque chose en nous. Si le livre ne nous touche pas, si le texte ne nous touche pas, alors touchera-t-il les lecteurs? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que derrière le livre, il y a un être humain, il y a une personne. Et moi, je fais partie de ces éditeurs qui ne publient pas un auteur sans le connaître. Peut-être parce que nous sommes assez exigeants avec les auteurs, que nous leur demandons beaucoup en termes de rencontre avec le public, en termes de mise en voix, de mise en scène du texte. C'est une maison qui est tournée vers la scène, vers la lecture publique. Donc un auteur qui n'aurait aucun goût pour cela ne sera pas forcément très heureux dans notre maison. Et puis il y a, j'allais dire, un compagnonnage dans la relation auteur-éditeur, une sorte
d'union qui se fait dans la durée. Il faut que le chemin de la fraternité, du compagnonnage soit vraiment ouvert. Sinon, c'est pas la peine. Ça répond partiellement à la question. Mais vous, quand vous recevez le manuscrit, comment ça se passe? Alors, il y a des manuscrits qui sont lus par un petit comité de lecture. D'accord. Vous êtes combien dedans? On est 7 ou 8 personnes. Ouais. Voilà, il y a des manuscrits qui sont écartés d'emblée parce qu'ils ne correspondent pas à ce que nous publions. On reçoit parfois des manuscrits de gens qui se sont égarés en nous envoyant des mémoires, un roman. Ça ne nous intéresse pas. On est plutôt dans la publication de choses contemporaines, de textes contemporains. Ça ne veut pas dire forcément avant-gardiste, mais notre maison n'a pas vocation, par exemple, à publier des auteurs du Moyen-Âge ou des auteurs, la réédition d'œuvres du 19e siècle. On ne le fait pas. D'accord. Donc on est vraiment fin 20e siècle et 21e siècle. Et donc, vous recevez, il y a un comité de lecture, vous vous mettez d'accord pour voir si ça correspond? Oui, on sélectionne un petit nombre de textes et puis ensuite, c'est à partir de ces textes-là que l'on commence à réfléchir à une programmation annuelle. Est-ce que dans les textes, c'est souvent des recueils ou c'est souvent un ou deux poèmes? Alors, il y a de tout. Il y a des recueils, bien sûr, majoritairement. Il y a des projets d'ouvrages, des projets d'anthologie. Ouais. On reçoit même des projets d'essais sur la poésie que l'on refuse. Parfois, on peut orienter un auteur vers un confrère. On le fait assez souvent. Mais vous savez, globalement, un éditeur sait à peu près ce qu'il veut publier. Il y a des priorités, il y a pour nous des pays vers lesquels nous savons que nous voulons aller. Et majoritairement, nous recevons des manuscrits de poètes français, majoritairement, pas seulement. Et la place faite aux auteurs français, elle est quand même relativement limitée, puisque nous publions sur les 20 livres annuels des anthologies, des auteurs en édition bilingue, etc. Quel est le temps moyen de réponse pour un manuscrit envoyé? Oui, il est beaucoup trop long. Ça va de quelques semaines pour des auteurs que je connais et qui attendent une réponse et que je vais parfois un peu privilégier dans la promptitude à réagir. Et puis il y en a d'autres qui dorment trop longtemps dans notre bureau, mais on va dire que la durée moyenne est autour de 4-5 mois. Mais c'est pas un mauvais signe si des fois ils ne reçoivent pas de nouvelles? Ben, ça peut l'être, si. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a dans notre pays plus de gens qui écrivent de la poésie que de gens qui n'en lisent. Ça devrait être une bonne nouvelle, Oui. Mais voilà, le besoin d'expression, le besoin de publication de nos contemporains est parfois impérieux, et en tout cas, il est trop important. Il génère une sorte de déséquilibre entre l'offre éditoriale qui est restreinte et la demande qui est parfois excessive. Après, ce que je trouve dommage, c'est que souvent les ouvrages, vu qu'ils sont faits en quantité limitée, ont un prix assez cher et donc on ne peut pas forcément aller vers tout ce qu'on voudrait pour la poésie. Bien sûr, alors ça a un coût quand même. Ben nous on essaye, vous voyez, d'avoir des livres qui soient, disons, entre 7 et 15 euros, majoritairement. Les recueils n'excèdent pratiquement jamais 15 euros. Avec une belle qualité de papier et des tirages importants. Notre tirage moyen se situe autour de 1500 exemplaires. Ce qui veut dire qu'un auteur qui est publié chez nous va se retrouver quand même sans problème dans 400 librairies françaises, mais aussi en Suisse, en Belgique, au Québec. Voilà. Parce que moi, mon expérience personnelle, il y a des revues qui m'intéresseraient et je sais que ça coûte assez cher. Par exemple, acheter juste une revue un mois pour essayer, c'est 20 ou 25 euros. Bien sûr. Un ouvrage, c'est pas le prix que vous faites vous, c'est plutôt entre 20 et 25 euros. Oui, exactement. Et tout de suite, c'est rédhibitoire pour essayer d'accéder à la poésie. Bien sûr, mais c'est la question économique, hein, la question du modèle économique qui peut vous poser. Le prix de revient d'un livre dépend évidemment du tirage. Et si vous n'avez pas de diffuseur-distributeur, alors vous êtes contraint à un petit tirage, ce qui fait monter le prix de revient du livre. Ouais. En revanche, lorsque vous avez un distributeur qui va mettre le livre en place dans 400 librairies, ben vous savez que vous devez au moins multiplier ce chiffre par 4, parce que le distributeur a besoin lui aussi d'avoir un stock en réserve, etc. Et puis vous-même, vous allez en vendre dans les salons. Donc nous sommes partis sur cette volonté d'ouvrir le poème au plus grand nombre. Donc ce travail, nous le faisons. C'est-à-dire dépasser les classes sociales? Ah ben oui.
faire en sorte que nous puissions nous adresser à des hommes et des femmes qui ne savent pas encore qu'ils vont aimer la poésie. C'est cela qui m'intéresse beaucoup plus que les aficionados de ce petit territoire. Quel est l'intérêt des jeunes aujourd'hui pour la poésie? Alors il y a un vrai renouveau de cet intérêt. Vous voyez par exemple l'engouement que suscite le slam. Oui. Certaines formes poétiques, les formes ultra brèves, le tweet poétique, etc. Donc il y a un renouveau. Moi je pense que la poésie que j'ai connue lorsque j'étais adolescent dans les années 80 n'a rien à voir avec ce qui se vit aujourd'hui. J'avais l'impression d'être totalement marginal dans mon activité d'adolescent poète, alors qu'aujourd'hui, finalement, je me rends compte que beaucoup d'adolescents écrivent des poèmes. Parfois, ils les nomment autrement, mais en tout cas, ils ont cette aspiration à une expression de nature poétique. Et moi, je m'en réjouis. Je pense que le vent tourne et tourne du bon côté. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de poètes sur Instagram qui écrivent, qui essaient de changer la forme, qui sont contemporains. Après, on peut être pas d'accord, c'est-à-dire que ça change les codes. On l'avait sur l'écrit, c'est très bien. Qu'est-ce que pour vous la poésie de résistance? Est-ce que la poésie doit être résiliente par rapport à ça? Et quelle place, quel rôle doit avoir cette poésie dans la nouvelle modernité, la troisième modernité, comme pourraient certains l'appeler? La poésie, il est toujours bon d'en parler au pluriel. Hein, ce n'est pas la poésie, mais les poésies. D'abord, il faut reconnaître la diversité des formes, la diversité des supports d'expression. D'Instagram au livre d'artistes, le champ est extrêmement large et il y a de la place pour tout le monde. L'intérêt de ces écritures qui sont parfois juvéniles, d'adolescents qui vont chercher soit sur un blog, soit sur Instagram, soit sur Twitter, soit dans des revues, à s'exprimer, à faire entendre leur voix. Donc d'abord, je crois qu'il faut se montrer tolérant et accueillir cette diversité comme une sorte de bienfait pour notre temps. Ça, pour moi, ça c'est vraiment la première chose. Et ne pas s'enfermer dans une sorte de diktat de ce que devrait être la poésie. Voilà. Et donc pour vous, la poésie de résistance? Alors, la question de la résistance, moi, elle me tient à cœur. Hein. J'ai dirigé les éditions Segers qui sont nées pendant la Seconde Guerre mondiale du combat d'un homme, Pierre Segers, contre le nazisme et contre la politique indigne du gouvernement de Vichy. Donc je reste attaché à cet esprit de résistance et je publie des poètes qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, qui viennent de Roumanie, qui viennent d'Amérique latine et qui parfois ont eu des difficultés avec le régime en place dans leur pays. Donc je publie des hommes et des femmes qui sont engagés à l'égard de leur temps. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui pour moi est essentiel. Je n'ai pas envie de créer une maison d'édition qui publie des auteurs qui se sentent enfermés dans une tour d'ivoire. J'ai envie de publier des hommes et des femmes qui se trouvent dans un rapport direct, dans une sorte de corps à corps, pour ne pas dire de bouche à bouche avec le monde. Ouais. Voilà. Mais alors, par rapport à cette faculté de résilience, pour vous, quelle est la limite de la résilience pour la poésie? Alors, je ne sais pas si c'est une résilience de la poésie ou une résilience du poète. Parce que la poésie permet vraiment de devenir celui ou celle que l'on n'est pas encore. Elle vient coudre les blessures de l'âme. La poésie est utile dans les temps difficiles, qu'ils soient collectifs ou individuels. Elle guérit. Elle a un véritable pouvoir de résilience. Donc je le vois de cette façon-là. D'accord. Et donc dans cette idée, comment vous voyez l'avenir de la poésie? Je le vois plutôt ouvert. Nous sommes dans une époque de mutation où la diversité des supports et des formes crée les conditions, on va dire, d'une émulation générale. Donc je pense que ça c'est très intéressant. Je pense que l'ère du tout numérique n'est pas venue pour la poésie. Pas encore? Non, pas encore. Que le support papier est important, que les lecteurs restent attachés au livre, à l'objet. Il suffit de voir par exemple l'engouement que suscitent les éditions, les tirages de tête ou les livres d'artistes. Oui. Bon nombre de poètes aujourd'hui publient les livres d'artistes. Voilà, donc il y a un intérêt quand même pour l'objet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
la façon dont les poésies du monde, celles de l'outre-mer français par exemple, ou des autres territoires du monde francophone, viennent renouveler notre pratique de la poésie. La façon dont la langue est enrichie, la façon dont, à l'heure où l'on parle d'une érosion de l'influence française dans le monde, eh bien, certains poètes venus de pays non francophones font le choix d'écrire en langue française. Il y a là quand même un enrichissement, un métissage, et l'expression poétique justement permet ce métissage de nos héritages et de nos sensibilités. Est-ce que vous voyez une relève, une nouvelle génération émerger dans la poésie contemporaine? Elle est là, bien sûr. Il y a de jeunes poètes extrêmement talentueux, et j'en publie d'ailleurs, hein, je publie des poètes, de jeunes poètes, je publie même des adolescents ou des étudiants qui participent à un concours annuel de poésie, et je publie les lauréats, donc je vois effectivement cette émergence, et je m'en réjouis. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes poètes qui voudraient se faire éditer, et aussi à des personnes qui souhaiteraient peut-être monter une maison d'édition? Oh, ce ne sont pas les mêmes conseils. Non, c'est pas, pas les du mêmes tout. conseils, mais... Alors, aux jeunes poètes, je leur dis, lisez les autres. Ne croyez pas qu'il faille vous abstraire de la lecture des autres poètes par crainte d'être influencé. Allez à la rencontre des autres, faites entendre votre voix, expérimentez. Vous êtes à l'âge où il faut expérimenter des voix multiples, diverses. Frottez-vous comme des silex à la réalité de la poésie d'autrui pour en faire naître des étincelles. Voilà. Donc ça, c'est le conseil que je leur donne. Et puis, à ceux qui voudraient créer une maison d'édition, alors je leur dis, réfléchissez bien avant. Voyez si vous avez à la fois, si vous êtes mu par un idéal qui vous donnera cette force au quotidien, et puis si vous avez assez de pragmatisme pour pouvoir entrer dans la dimension gestionnaire, comptable, Il y a un gros travail de gestion. administrative. Oui, ça c'est difficile. Ça c'est difficile. Donc il faut avoir à la fois les pieds ancrés sur le sol et la tête dans les étoiles. Donc si vous avez cette capacité-là, c'est bien. Si vous ne l'avez pas, il faut être grand. Oui, c'est le syndrome de la girafe. Parfois on a un peu des élongations. Si vous ne l'avez pas, ben, voyez si vous pouvez le faire de façon bicéphale, c'est-à-dire être deux. L'un pour la dimension littéraire, éditoriale, et l'autre pour la dimension comptable, administrative, qui est vraiment importante. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie.